vous l'avez compris, on va passer sur les témoignages clients et donc notamment on va démarrer avec l'interview des transports lausannois. Donc avec Swadri et Pierre, merci d'être présents aujourd'hui et de bien vouloir nous partager votre expérience sur Mendix. Donc on va avoir des formats de questions et puis si jamais il y a des questions, voilà, n'hésitez pas à aussi les poser à la fin. Déjà pour commencer, je vous propose de vous présenter brièvement sur votre poste au sein de DTL. Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, Swadri Bestouani, je suis responsable de l'excellence opérationnelle pour les transports publics de Lausanne et de la région lausannoise bien sûr. Et donc aujourd'hui nous sommes présents pour aussi vous présenter vous partager notre expérience qu'on a eue avec le low-code et Mendix notamment. Donc avec Pierre qui est présent à côté de moi, il est dans mon équipe. Donc nous développons et nous accompagnons le métier, donc le business, pour évoluer et améliorer leur fonctionnement. Donc on est vraiment sur la partie amélioration continue notamment aussi. Donc c'est un des leviers sur lesquels on agit. Et Pierre est, on va dire, chargé de support projet chez nous, et je te laisse un peu la parole, notamment sur ton rôle particulier. Merci, bonjour à tous. Donc Pierre Schliemann, je suis chargé de support projet en amélioration continue, et j'ai été mis sous le terme Citizen Developer. Donc j'aide en fait le métier à comprendre ce qu'il veut, j'aide l'IT à comprendre ce que veut le métier, j'aide Nadim, qui est notre consultant, à comprendre ce que veut tout le monde. Donc je suis la petite fourmi qui fait le lien entre tout le monde. Et j'ai pu être formé aussi sur Mendix pour pouvoir moi-même développer. Donc ça, on en discutera plus tard avec tes questions. Et voilà, je suis content d'être avec vous et de répondre à ces questions. Merci. Donc un beau rôle d'intermédiaire. Dans un premier temps, je vous propose de nous dire un petit peu les enjeux qui vous ont conduit à explorer une plateforme low-code telle que Mendix. Oui, cette histoire elle est intéressante parce que c'est en 2019, donc voilà, l'entreprise est partie et même s'est orientée sur le développement en low-code. Donc avec plusieurs réflexions, on a commencé non pas à acquérir directement une solution, mais plutôt tester plusieurs types de solutions. À travers cela, on a pris la décision au moins de lancer un projet avec une solution en low-code, notamment sur la gestion de nos incidents, sur lequel on s'est dit, tiens, on va se tester sur comment développer, comment mettre en œuvre et comment utiliser finalement cette solution dans notre entreprise, sachant que vous imaginez bien, dans le transport public, quand on va gérer un incident, il y a plusieurs partenaires qui sont en jeu, notamment que ce soit les partenaires de la conduite, les partenaires de la régulation, même ceux de la maintenance qui vont intervenir pour gérer une panne ou un accident. Donc ça faisait pas mal d'interactions, il y avait plusieurs aspects sur ce besoin-là, notamment du mobile, parce que voilà, un intervenant terrain qui devait aller sur le réseau devait avoir de la géolocalisation et pouvoir aller sur le lieu d'intervention. Mis à part ça, voilà, on s'est dit, ok, on a pu tester finalement la capacité à développer en low-code, mais sauf que nous sommes une société de transport public et nous sommes soumis au marché public. Et ce contexte-là nous oblige à acquérir une solution sous un format qui nécessite finalement de faire un appel d'offres public et finalement la meilleure solution ou la solution la plus adaptée à nos besoins et à notre cahier des charges a été sélectionnée. Et dans ce cas-là, c'était Mendix qui a été vainqueur de cet appel d'offres. C'était pour la partie enjeux et besoins, mais finalement, quand vous avez commencé à implémenter Mendix, quel était le contexte que vous aviez à ce moment-là? Aujourd'hui, pour le contexte de l'application Mendix, voilà, comme on a pu, on va dire, valoriser l'implémentation d'une solution en low-code, on a eu tout un programme de digitalisation dont je suis le responsable. Donc nous avons une roadmap, nous avons mis en place une roadmap de digitalisation sur plusieurs critères, parce que nous avons le front-end, toute la partie front avec l'exploitation et notre relation client, mais nous avons aussi d'autres besoins qui sont aussi sur la partie back, notamment sur la partie RH ou finance et achat, pour lesquels nous avons plusieurs besoins que nous avons collectés, nous avons priorisé, hiérarchisé, et pour se dire quels étaient les besoins sur lesquels nous pouvons répondre en low-code et d'autres
pas forcément en low-code, parce qu'il y a d'autres solutions sur étagère qui existent pour d'autres besoins. Et après, toute cette partie digitalisation low-code, nous avons fait une roadmap et c'est pour la raison pour laquelle nous avons fait appel à cet appel d'offres, notamment à Mendix. Sur un petit peu plus technique, comment s'est inscrit Mendix dans le système d'information? Je vais répondre rapidement, mais après je peux laisser la parole à Pierre. Notre système d'information était assez complexe. On a vu pendant la présentation, on a pas mal parlé d'API. Voilà, on dispose de plusieurs systèmes, comme un système d'aide à l'exploitation, qu'on appelle un SAE. Nous avons tout un système pour pouvoir gérer notre planification, nos horaires, qui sont le nom d'Astuce. Et toutes ces plateformes, finalement, tous ces environnements, tous ces outils informatiques nécessitaient d'être interrogés et d'être interconnectés. Et aujourd'hui, voilà, notre besoin d'utilisation via les API, Mendix devait coller à ce type d'environnement et de besoin d'utilisation des API. Donc c'est une des raisons pour laquelle finalement on retrouve finalement Mendix qui s'articule très bien finalement dans cet environnement. Pierre, tu as quelque chose à rajouter? On a aussi SAP qui est en lien direct avec notre application et Snowflake pour toute la gestion de base de données et calcul pour cracher les graphiques derrière. Donc, voilà, juste je voulais rajouter ces deux. Merci. On va se lever sur la prochaine question. Et par rapport à l'organisation, donc sur la prise de main de Mendix, comment ça s'est articulé entre Alors, pour la prise en main, elle était assez rapide. Et ce qui est bien avec Mendix, c'est qu'on peut vite montrer au métier les premières pages, les premières interfaces, vite corriger par rapport à ce qu'ils veulent. Après, le côté un peu le revers de la médaille du low-code, c'est que dans l'ère de l'intelligence artificielle, tout le monde veut... on a multiplié par 100 les idées des gens et puis leur attente par rapport à ces idées. Donc ils veulent faire plein de choses, ils ont plein de demandes, mais en low-code, on est un petit peu... des fois, on a un petit peu les mains prises. Mendix nous permet quand même de faire beaucoup de choses grâce au microflow et puis au Java Action. On n'aimerait pas trop en utiliser apparemment, mais on en utilise quand même un peu. Et ça nous permet quand même de répondre au mieux aux besoins des clients internes. Ça n'a rien à ajouter. Et par rapport aux applications, donc Swadri, tu mentionnais tout à l'heure qu'il y avait une roadmap qui a été établie. Pour prioriser nos applications, on a eu plusieurs critères, notamment l'effort. Bon, c'est se dire combien de temps, combien d'efforts sont nécessaires, aussi de personnes sont nécessaires pour pouvoir développer. Après aussi, il y a très naturellement le ROI, parce que voilà, on a un certain investissement. Mais après aussi, on a surtout la transversalité du projet, parce que voilà, on a des besoins qui sont pas forcément transversaux. Et je donne l'exemple aujourd'hui, par exemple, de la gestion de l'incidence. Pour nous, c'est une solution qui est très transversale, qui nécessite l'intervention ou l'interaction avec plusieurs partenaires de l'entreprise, que ce soit le service client, que ce soit les partenaires opérationnels, ou même nous avons d'autres besoins qui sont propres, par exemple, à certaines entités, notamment les RH qui ont besoin de pouvoir gérer l'entrée et la sortie des collaborateurs. On a parlé notamment tout à l'heure de sécurité et des sécurités liées à l'identité. Donc ces besoins-là, on les a priorisés par rapport à ces critères-là. Mais maintenant, voilà, on a pu maintenant mettre en place cette roadmap et s'assurer que dans la logique de pouvoir obtenir les meilleurs gains le plus vite, avec certains quick wins, on a établi cette hiérarchie. Comment jugez-vous l'équilibre entre l'approche low-code et la capacité à répondre aux besoins techniques? Alors, désolé, j'ai un peu répondu à cette question juste avant. Donc, justement, l'équilibre, une approche standard, je ne connais pas vraiment, vu que je suis citizen développeur. Alors, pour la première fois que je développe sur low-code, et puis je n'ai pas développé de l'autre manière, mais en tout cas, je peux répéter, ça nous permet vraiment d'être flexible et puis assez rapide par rapport aux besoins, d'aller en itération, semaine après semaine, de montrer les résultats de nos développements.
et surtout de pouvoir réutiliser des fonctionnements, enfin des manières de coder pour pouvoir coder plus rapidement. Par exemple, on nous montre une manière complexe de mettre en place une page ou alors mettre en place une interaction entre différents logiciels. Et ça peut être réutilisé assez rapidement. Merci. Et si on rentre un petit peu plus dans le détail, donc vous avez un petit peu évoqué les premières applications, un peu voilà, c'était projet transverse, mais est-ce que vous pouvez nous décrire un projet qui a été développé avec Mendix? On a ciblé 2 projets en parallèle, mais je vais vous présenter celui qui a le plus d'impact sur notre réseau. Nous avons la digitalisation de la feuille de route des conducteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos conducteurs disposent d'une feuille de papier sur laquelle ils notent différentes choses, notamment ils font le tour du véhicule, ils notent les différentes pannes ou les différentes rayures ou les différents défauts qui peuvent apparaître sur le véhicule. Ensuite, sur cette même feuille de papier, ils notent le nombre de kilomètres parcourus, ou même on sait aussi l'identité les unes, parce qu'en fait cette feuille elle reste vraiment dans le véhicule, hein, sachez-le, et que cette feuille, chaque conducteur qui rentre dans le véhicule doit remplir la feuille pour signaler toutes les personnes qui ont conduit le véhicule selon l'heure qui s'est écoulée. Et toute cette information, finalement, c'est une feuille papier qui ensuite rentre au dépôt, et cette feuille a toute une vie, mais c'est une belle aventure qu'elle vit, cette feuille. C'est-à-dire qu'elle va à la fois chez nos partenaires de la donnée, donc du coup des data qualiticiens, qui vont aller récupérer cette feuille et rentrer les kilomètres. Ensuite, vont aller chez les managers pour prendre différentes informations ou notes qui ont été prises à l'intérieur, notamment peut-être des agressions, des accidents qui ont été vécus par le conducteur. Et après cette feuille, elle va aller voir les gens de la maintenance pour aller enfin prendre des informations sur les pannes, pour savoir à quel endroit ils doivent intervenir, que ce soit peut-être du côté du siège conducteur ou même sur la carrosserie. Et enfin, cette feuille, elle retourne dans un bac pour finir sa vie, et si on en a besoin, on va aller la récupérer pour prendre quelques informations. Et malheureusement, comme vous le voyez, là je parle d'une feuille, donc maintenant nous disposons de 200 véhicules qui roulent par jour, avec le nombre d'informations démultiplié par le nombre de conducteurs. En général, un véhicule, on va dire, voit au volant 5 conducteurs. Donc ce qui peut faire pas mal d'informations sur toute une journée, sachant qu'il arrive plein de choses, que ce soit un accident, une panne, un petit élément qui ne fonctionne pas sur le véhicule. Donc toutes ces informations-là ont nécessité de pouvoir digitaliser finalement cette feuille, et c'est la raison pour laquelle Mendix était le plus à même, parce que finalement l'aspect remplissage d'un formulaire était un des éléments qui était le plus proéminent sur les valeurs de Mendix. On a quand même décidé de partir là-dessus, mais on est deux parties. Ça a l'air simple, ça a rempli un formulaire, mais on a quand même choisi Mendix pour son côté simple de faire le formulaire, mais on a quand même choisi d'accumuler toutes les difficultés possibles, c'est-à-dire de faire en mobile, version mobile sur plusieurs, que ce soit tablette ou Android ou iOS, en mode offline et en natif. Donc c'était des complexités qu'on a rajoutées, mais finalement, c'était pas infaisable. Grâce au low-code, on a pu aller jusqu'au bout des choses. C'était assez dur à prendre en main, mais voilà, les utilisateurs sont plus ou moins sont assez satisfaits pour l'instant. Ah, j'aurais bien voulu voir l'état de la feuille après tout ce circuit. Donc là, vous avez un peu déjà répondu, mais finalement, quels ont été les points qui ont été facilités donc au niveau du développement avec Mendix versus une approche traditionnelle? Alors les points qui ont été facilités, c'est surtout les échanges avec les utilisateurs et les échanges avec les encadrants conducteurs ou tous ceux qui avaient des idées en fait sur ce qu'ils voulaient et sur ce qu'ils rêvaient. Comme j'ai dit avant, les gens, dès qu'on leur dit digitalisation, ils pensent que tout est possible et que tout est rapidement fait. Mais avec Mendix, on avait cette facilité en fait, à leur montrer ça c'est faisable, ça c'est pas faisable, même sans avoir 5 ans de métier derrière. Donc ça c'était très agréable. Et surtout pouvoir leur délivrer une application qui dit en fait elle est super simple votre application. Vous avez mis 1 an à la faire. Et c'est là qu'on dit c'est si simple pour l'utilisateur, c'est que derrière c'était assez complexe à gérer. Mais ce côté-là, pour l'utilisateur, il est parfait. C'est pas une usine à gaz, c'est quelque chose d'assez simple, d'assez logique. Et ça, c'était un bon point pour nous. J'imagine effectivement le côté simple est toujours plus efficace pour une adoption. Donc là, vous avez parlé de la simplicité en retour de vos utilisateurs.
Est-ce que vous en avez d'autres à nous partager? Là, le prochain projet, même si je pense que j'anticipe un peu, on a un autre projet, par exemple la digitalisation de cette gestion des incidents, pour moi, fera partie des prochains sujets. Mais là, aujourd'hui, on a un autre projet qu'on a lancé, c'est aujourd'hui sur la gestion de nos comptages. Parce que, bien évidemment, lorsque vous rentrez, vous sortez d'un véhicule, d'un bus, on a un système de comptage. Donc, c'est au niveau des portes, à chaque fois, on est capable de savoir combien de personnes sont montées et descendues du véhicule. Sauf que nous avons plusieurs marques de véhicules, que je ne vais pas forcément citer. Et ces marques de véhicules ont différents systèmes de comptage. Donc, finalement, c'est de la donnée qui vient chez nous, mais sous différentes formes. Il faut aller récupérer cette donnée-là. Et là, le besoin qu'on a eu finalement sur ce projet, c'était de pouvoir gérer notre système de comptage, plutôt notre système de comptage qui est réalisé, qui est aussi transmis après en fin d'année ou par trimestre à l'OFT pour vraiment mettre à disposition notre niveau de fréquentation et aussi permettre à nos équipes de data scientists de faire la prévision des futurs comptages en fonction des lignes qui vont se développer. Et en fait, cet outil qui s'appelle aujourd'hui maintenant TAMI, qui a pour objectif de vraiment réaliser et récupérer tous ces comptages et toute cette donnée. Après, il y a tout un système de calcul, d'extrapolation. On a fait une intégration avec un autre système qu'on a chez nous qui est Snowflake, qui permet de récupérer toute l'information de notre base de données, de nos différentes bases de données, et la synthétiser et la mettre à disposition sur une interface visuelle avec des graphiques et des indicateurs de performance par rapport à ces comptages. Merci. Et donc aujourd'hui, Pierre, tu es Citizen Developer, tu le mentionnais, mais par rapport à votre premier projet, donc la feuille de route, quel était un peu l'équilibre que vous aviez entre des Citizen Developers et puis des développeurs, on va dire, traditionnels, en tout cas approche traditionnelle? Oui, alors les développeurs traditionnels, ils étaient surtout en train de développer le back-end, et nous, on était axés sur le front-end. C'était un très bon équilibre qu'on avait. Le front-end, on pouvait... pour la deuxième application, on a aussi, pour la petite histoire, on a aussi choisi de ne pas faire tout simple, c'est qu'il n'y a aucune entité persistante dans Mendix, c'est tout qui est en lien en fait avec des appels REST qu'on fait sur Snowflake. Donc ça, moi quand on m'en a parlé pour la première fois, je me suis dit, je comprends rien, c'est impossible. Et en fait, finalement, nous on a mis en place, on a réutilisé, et c'est très facilement transposable sur... tu veux une fonctionnalité en plus, je sais faire la fenêtre, je sais faire l'appel, je sais faire l'appel REST, je sais tout ça assez facilement. Donc du coup, voilà, les développeurs traditionnels s'occupaient du back-end, donc vraiment du métier, de faire l'algorithme, de faire la mise à disposition de la donnée. Et nous, on récupérait ça pour faire les tableaux de bord, les différentes pages pour aider l'utilisateur à lancer les traitements, par exemple. Et voilà. Et si on passe au point à améliorer, quels ont été les freins ou peut-être les surprises que vous avez eues lors des premiers développements avec Mendix? Alors, la première surprise qu'on a eue, c'est qu'on n'a pas fait confiance à Mendix. Je ne suis pas payé pour dire ça, mais la première application, donc la digitalisation de la feuille de marche, on a une web app aussi en plus. Et sur cette web app, on a voulu tout rendre... pouvoir programmer sur notre web app notre app mobile, la rendre le plus dynamique possible. Donc on a créé une usine à gaz pour pouvoir, depuis une web app, changer tout ce qu'il y a dans notre app mobile pour que dans l'app mobile, il n'y ait rien en dur. Parce qu'on voulait par exemple pouvoir changer une question d'un questionnaire sans devoir repasser en prod et puis redéployer. Et en fait, on s'est totalement trompé, enfin, ça c'est mon avis, c'est que Mendix, pour redéployer, c'est très facile. Pour replonger dans le code, c'est aussi facile. On a fait un petit peu de maintenance, et franchement, c'est assez lisible pour n'importe qui de pouvoir revenir. Le déploiement se passe souvent rapidement et facilement. Les tests de non-régression, ils sont assez rapides à faire. Tout ce qui est débugage aussi, on peut bien le faire. Donc voilà, c'était notre première surprise, c'était de ne pas avoir assez fait confiance à Mendix. Et maintenant, ça va bien. Et un petit point aussi pour ceux du fond là-bas, l'application Make It Native, elle n'est pas top. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? Par rapport aux freins et la manière dont
a pris les choses. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est l'organisation. Parce que c'est vrai que nous sommes transverses, on fait un peu le lien entre les métiers et le SI. On a des citizen développeurs dans mon équipe, mais il y a aussi des pro-développeurs qui nous accompagnent. Après, le plus important avant de démarrer un projet de ce type-là, c'est vraiment avoir cette gouvernance et respecter les rôles et responsabilités. Parce que c'est vrai que souvent, on aurait tendance à... Un citizen développeur pourrait prendre une décision technologique, alors qu'un pro l'aurait prise différemment, et c'est évite de faire des allers-retours à chaque fois. Et l'intérêt de pouvoir aussi c'est avoir cette collaboration très, très étroite entre le citizen et le pro, ce qui a très bien marché aujourd'hui, notamment avec SmartWave, parce que Nadim, voilà, c'est une personne qui chez nous est très appréciée du fait que, il a pu faire ce lien entre ce que fait le citizen développeur et le besoin métier, et s'assurer que la manière dont ça a été développé, ce sera aussi, ça va respecter aussi les règles d'évolutivité, notamment de certaines fonctionnalités. Et ça, ces rôles-là aujourd'hui, donc au tout début de notre projet de digitalisation de la feuille de route, on était parti bille en tête en se disant c'est bon, on va développer sans vraiment, on va dire, respecter la méthodologie agile. Et là, ça, on a su le mettre en œuvre sur la deuxième version de développement et sur le deuxième produit qui est AMI. Donc maintenant vous faites confiance à Mendix, quels sont un peu les bénéfices que vous pouvez voir depuis l'adoption de Mendix chez vous? Le premier bénéfice déjà, c'est la montée en compétence de nos équipes, parce que voilà, au tout début c'était un petit peu, c'était une formation sur le terrain. Et là aujourd'hui, par exemple sur le dernier sprint qui s'est déroulé pendant mai-juin, on a laissé nos équipes développer seules, sans le support de SmartWave. Et aujourd'hui, voilà, Nadim, il est revenu la semaine dernière par exemple, avant la mise en prod qui a lieu aujourd'hui à l'instant où je vous parle. Et tout s'est bien déroulé. Donc c'est-à-dire que à la relecture du code par Nadim, on a eu l'heureux constat que ce qui a été développé par nos partenaires en interne a été fait correctement et a respecté toutes les règles. Donc ce qui fait que finalement cette autonomie, cette montée en compétences a pu se faire sans heurts. Ensuite, forcément le gain de l'applicatif, on le saura après quelques mois d'utilisation, notamment sur nos produits. En tout cas, effectivement, la confiance est grande. Si le jour de la mise en prod, vous faites un retour d'expérience, c'est que vous n'êtes pas pris sur la mise en prod. Et au niveau de la gestion des ressources internes, donc vous aviez le découpage de citizen développeurs et puis les développeurs experts pour la partie back-end. Est-ce que ce découpage vous a permis d'être plus agile peut-être sur le cycle de développement? Oui, c'est exactement ça. Ça nous a permis d'être plus agile. Et ça, on a pu se reposer sur une gouvernance qu'on a remis en place et à plat depuis le début de l'année. Donc ça, il était nécessaire de le faire de manière à s'assurer que tous nos prochains développements puissent être suffisamment consolidés et robustes. Parce que c'est vrai que nous, on est des métiers, hein, nous sommes du business, donc nous ne sommes pas des IT. On aura tendance à tout de suite le faire bien en tête sans se poser de questions, comme si on allait remplir un fichier Excel, mais sauf qu'en fait, c'est pas le cas. Et il y a toute une organisation à respecter, et faire partie de cette gouvernance nous a aussi sensibilisés sur de quelle manière est-ce qu'on doit être intégré sur ce type de projet, notamment sur la mise en œuvre d'une solution informatique. Et si on parle un petit peu plus de l'avenir, quels sont les projets que vous avez déjà en tête pour la suite? Comme j'ai cité tout à l'heure, on a le projet de migration donc de notre outil de gestion des incidents qui s'appelle Réseau, REZO. Et donc cet applicatif, on va dire que ce sera une migration, même si on imagine une migration ISO, on imagine qu'on fasse au moins quelques évolutions en mieux par rapport à ce qu'on a mis sur notre première version. Et ensuite, on aura un deuxième projet qu'aujourd'hui est encore en cours de discussion, donc je ne peux pas m'engager pour le nommer, mais qui par contre aura une application transversale, donc ce qui fait que là on aura besoin de pouvoir partager avec différents partenaires et s'assurer que cette transversalité soit respectée, un peu comme la digitalisation de la feuille de route. Et toujours sur l'avenir, donc est-ce que vous avez peut-être des axes d'amélioration que vous avez en tête pour la suite?
Les axes d'amélioration aujourd'hui, voilà, pour moi, il n'y a pas de partie technique, c'est surtout organisationnel, parce que c'est vrai que l'enjeu qu'on a aujourd'hui dans notre entreprise, c'est vraiment toute la partie stratégique, c'est les responsabilités, cette gouvernance qui doit être portée, qui doit évoluer avec aussi notamment l'organisation de l'entreprise qui change, hein, parce qu'on a, comme n'importe quelle entreprise, chaque jour, on a des nouveaux partenaires qui rentrent, comment est-ce qu'on les intègre, comment est-ce qu'ils comprennent aussi la philosophie et la stratégie de l'entreprise. Aujourd'hui, pour moi, l'amélioration qui serait nécessaire d'apporter, c'est de s'assurer que n'importe quel partenaire qui rentrerait en tant que citizen développeur puisse rentrer avec un confort en termes de développement. Donc, soit l'accompagnement en interne en termes de formation, ce qui aujourd'hui ne sera pas forcément le cas parce qu'ils seront encore en montée en compétences, donc on fera forcément appel à de l'externe. Mais par contre, c'est là où on devra s'assurer qu'un jour, potentiellement, avoir cette compétence en interne de faire évoluer nos partenaires. Après, je ne sais pas si techniquement, tu as des choses à rajouter. Un petit point à rajouter techniquement, la gestion des... on a travaillé en mode agile, mais on a dû utiliser Jira pour suivre tout ça. Mendix, à l'intérieur, a aussi une gestion des sprints et compagnie. Mais il est moins bon que Jira, malheureusement. Donc, une petite amélioration de ce côté-là, parce que c'est toujours plus agréable quand on commit quelque chose de pouvoir relier à quel sprint il s'agit ou à quelle story il s'agit. Juste le petit point d'amélioration. Et donc, dernière question, si vous aviez un conseil peut-être à donner à des personnes qui veulent commencer à utiliser Mendix. J'ai retenu faire confiance à Mendix, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Mon dernier conseil avant de démarrer Mendix, partez d'une organisation robuste, parce qu'on pourrait partir assez rapidement sur nos besoins, parce que les premières choses sur lesquelles on part quand on acquiert une solution de low-code, c'est aller développer tout de suite les premiers besoins qui proviennent des métiers. Les métiers peuvent pousser énormément sur leurs besoins, notamment des formulaires digitalisés ou autre chose. Si on part tout de suite, on pourra répondre rapidement, certes, mais après, il y a toute la partie product management et exploitation du produit. Ça, c'est une problématique qui souvent on néglige. Ça, par exemple, dans la gouvernance, on l'a mentionné, on l'a répété et on l'a factualisé, parce que c'est vrai que la partie, on va dire, le build, c'est assez rapide de faire. J'ai appris le terme de build, ça c'est bien. Le build, c'est assez facile de faire. On a mis en place, on a déployé, on est content. Mais par contre, une fois qu'on doit gérer l'exploitation et le run, mais forcément, les responsabilités, quand elles ne sont pas claires, on peut vite partir dans des situations assez litigieuses entre partenaires, que ce soit au niveau de l'IT ou même nous à l'interne avec le business. Sachant qu'en plus, entre les rôles de responsabilité qui sont partagés entre le développeur pro et le citizen développeur, c'est là où il faut s'assurer de qui intervient dans quelle situation. Si ces bases-là ne sont pas posées avant l'intégration d'une solution low-code ou autre, ça peut être très complexe en termes de gestion a posteriori. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Pierre, c'est faire confiance. Oui, faire confiance. Non, je pense qu'il faut savoir avant de commencer qui va faire la maintenance du logiciel. C'est très important. Merci. Parce que ça retombe sur... c'est le problème. On va plus vite avec le low-code, mais finalement, on va plus vite pour au final, quand c'est arrivé, plus personne ne va utiliser. Enfin, plus personne ne va maintenir. Donc c'est le conseil que je peux donner. C'est un peu ce que tu as dit, mais je traduis. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux questions parmi vous? La question est relative au processus de sélection de Citizen Dev. Comment faites-vous pour sélectionner quelles sont les personnes qui vont participer dans ces projets, qui sont des personnes avec un background technique ou pas, et comment faites-vous après pour les onboarder, pour les accompagner techniquement dans un projet jusqu'à ce qu'ils gagnent l'indépendance? J'aime beaucoup cette question, mais vraiment je l'apprécie beaucoup. Pour quelle raison? Parce que Pierre, sachez-le, il est onboardé dans l'entreprise seulement depuis 1 an et demi. Ça veut dire qu'au moment où on a eu toute notre réflexion sur l'acquisition du low-code, il fallait que je réfléchisse sur quelle organisation je veux mettre en place pour avoir ce profil de citizen.
Donc Pierre, qui a un profil, on va dire, très métier, il est très proche de l'amélioration continue, de toute la méthodologie Lean. Donc c'est-à-dire que on est confronté à quelqu'un de très curieux. Donc forcément, au moment où je gère mes candidatures, je m'assure à ce que la personne ait à la fois une sensibilité à l'informatique, pas trop forte, mais au moins une certaine sensibilité, mais qu'il ait aussi cette curiosité de comprendre comment les choses fonctionnent. À partir du moment où on a ce genre de profil-là, et qui n'est pas forcément un informaticien, on sait qu'on peut lui faire confiance parce que sa curiosité va le pousser à essayer de comprendre et à bien faire les choses. Et c'est une des raisons pour laquelle finalement j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter Pierre à côté de moi, sachant que dans l'équipe, j'ai d'autres personnes aussi dans l'équipe, dont un qui avait déjà un background informatique. Donc finalement, ce qui fait que lui, il était déjà trop proche déjà de l'informatique pour pouvoir donner cette impression que c'est un citizen. Mais par contre, Pierre, dans sa forme, on va dire, nous démontre qu'un citizen développeur peut provenir finalement d'un business très fort. Merci. Je crois qu'il y avait... Bonjour, merci pour votre témoignage. Ma question, elle est un peu liée à la précédente aussi. C'est toujours autour du sujet du citizen developer. Monsieur Eschliman, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez vécu votre montée en compétences et la découverte pour vous du développement applicatif avec Mendix? Alors, comme il a dit, je suis quelqu'un de très curieux, du coup, c'était agréable de découvrir une nouvelle application, d'avoir aussi cette opportunité de mettre à plat et puis de rendre réel ce que j'ai dans ma tête. Donc, c'était bien. Parce que j'ai l'habitude de beaucoup parler, quand je fais de l'amélioration continue, beaucoup parler avec le métier, beaucoup écouter leurs besoins, beaucoup écouter leurs demandes. Et là, pour une fois, enfin pas pour une fois, mais assez rapidement et de manière autonome, je pouvais déjà leur montrer des solutions qu'on pouvait commencer à construire, montrer 2-3 pages, montrer les interactions et puis commencer déjà à avoir une idée. Et plus j'apprends en fait cette manière de développer, plus j'arrive à répondre aux clients, à savoir ok, ce que vous voulez c'est possible ou c'est pas possible. Et du coup, je l'ai très bien vécu. Je suis vraiment très content de pouvoir faire ça, de vraiment pouvoir être un acteur de la digitalisation et puis de mon core business, de faciliter le travail des gens. Alors du coup, là on est en plein dedans. Et comme ça, je peux faire garde-fou avec tous ceux de l'IT qui veulent peut-être des fois rendre des choses trop complexes ou qui n'ont pas vraiment l'idée de ce que le métier a vraiment besoin. Donc, voilà, ça me fait très plaisir de pouvoir être là, un peu comme gardien de tout ça.